Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Fini les cours théoriques, j'ai repris un compte titre à 0 € et tu vas pouvoir suivre son évolution en toute transparence. Mais avant ça, il faut que tu saches comment fonctionne la bourse, alors je t'ai concocté une petite formation en accéléré dans ce premier épisode. Ça ira plus vite que de regarder 40 vidéos YouTube dans un ordre aléatoire. Une fois que tu auras les bases théoriques, on passera à la pratique où je te montrerai en live comment je procède pour réaliser mes investissements. Alors installe-toi confortablement puisque à la fin de cette vidéo, tu feras partie du cercle très fermé des investisseurs en bourse. Ceci est un calculateur d'intérêt composé qui va nous dire combien est-ce qu'on peut espérer gagner à long terme. On commence avec 0 € et on va investir environ 800 € par mois. Je ne gagne pas spécialement un gros salaire, mais j'ai mis un petit peu de côté pendant que je n'investissais pas et donc j'utilise 400 € de mon salaire et 400 € de mon épargne. Niveau rendement, on va partir sur du 8%, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est une moyenne. On lance la simulation et après 5 ans, on aurait déjà plus de 58 000 € dont 10 000 € d'intérêt gagnés. Ça veut dire qu'on aurait 10 000 € de côté de plus sur notre compte qu'une personne qui met de côté sans investir. Sur 10 ans, on aurait plus de 146 000 €, dont près de 50 000 € générés par les revenus de nos placements. Et enfin, sur 30 ans, donc pour mes 60 ans, on dépasserait le million d'euros de capital avec plus de 900 000 € d'intérêts récupérés. C'est grâce à la magie des intérêts composés. C'est-à-dire que les revenus de tes placements engendrent eux aussi des revenus supplémentaires, en provoquant ainsi un effet boule de neige sur le long terme. Tu peux voir sur le graphique la partie foncée qui représente les intérêts composés et on voit qu'ils augmentent de manière exponentielle au cours du temps. Bref, c'est beau de rêver, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est le challenge que je me suis fixé et que je vais documenter dans cette série de vidéos. Tu pourras donc suivre l'évolution de mon portefeuille en partant de zéro. Mais avant ça, il va falloir que tu sois vraiment très attentif pendant cette vidéo puisque j'ai beaucoup travaillé pour te faire un résumé ultra condensé. On apprendra le reste petit à petit quand on sera dans la pratique. Dans ce premier épisode, on va parler des actions et surtout de comment faire pour les choisir. On en profitera pour parler un petit peu du trading, même si ce n'est pas le concept de cette série de vidéos. Puis on passera sur les dividendes, les obligations, les fonds de placement classiques et enfin les ETF. Tu l'as compris, mon concept est 100% pédagogique et il n'y a aucun conseil en investissement dans mes vidéos. Uniquement mon expérience personnelle. Et même si tu n'es pas un débutant, je suis persuadé que je vais réussir à t'apprendre quelque chose de nouveau. La bourse, c'est le lieu où s'échangent des produits financiers qu'on appelle aussi instruments financiers ou encore valeurs mobilières. Je vais donc te présenter les 4 produits principaux. Il s'agit des actions, des obligations, des fonds d'investissement classiques et des ETF. Ensuite, il y a les contrats d'options, les produits dérivés, etc. Mais bon, ce sont des instruments financiers qui sont plus complexes et qu'on ne va pas forcément aborder dans cette formation de base. La première question, c'est à quoi ça sert la bourse? Eh bien, une entreprise entre en bourse principalement pour lever des fonds en proposant aux gens d'investir dans son activité. En gros, elle a besoin d'argent pour sa croissance. Et c'est plus facile de demander 1 000 € à 1 million de personnes plutôt que 1 milliard à une banque. Du côté d'investisseur, il investit dans une entreprise pour soutenir sa croissance et donc voir son investissement grandir au fil du temps. Sache également qu'il y a plusieurs bourses, des bourses américaines, européennes, asiatiques, enfin bref ça on en reparlera au moment venu. Les valeurs mobilières les plus connues sont donc les actions et quand tu possèdes une action, tu possèdes une part du capital de l'entreprise. Tu deviens un actionnaire. Si l'entreprise grossit, ton investissement grossit également. Mais c'est valable dans l'autre sens aussi. Si l'entreprise fait faillite, tu risques de perdre tout l'argent investi. C'est pour cela qu'il faut diversifier et acheter plein d'actions différentes dans des pays différents, dans des secteurs différents afin d'étaler le risque au maximum. Ou alors tu all-in tout ton argent sur une seule action, mais bon dans ce cas-là autant aller au casino. Sur cette image, j'ai pris l'exemple de l'action Amazon. Tu vois qu'elle cote à 125,17 $. Et sur le graphique, tu peux observer le cours de l'action qui évolue en fonction de l'offre et de la demande. Si beaucoup de gens veulent du Amazon, le prix va monter. Si beaucoup de gens vendent leurs actions Amazon, alors le prix risque de baisser. L'idée générale, c'est donc d'acheter en bas et de vendre en haut pour faire du bénéfice. Ensuite, il y a des tonnes d'informations utiles comme par exemple la capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur totale des actions en circulation pour cette entreprise. Tu vois que pour Amazon, on a 1,29 billion, c'est-à-dire près de 1300 milliards de dollars. C'est une information qui est importante puisque avec une telle capitalisation, on peut raisonnablement penser que l'entreprise est solide. On parle dans ce cas-ci d'entreprise too big to fail. Ça veut dire trop grosse pour tomber. Ce sont des entreprises qu'on dit systémiques, ça veut dire qu'elles ont un rôle tellement important dans l'économie que leur faillite serait un véritable désastre économique. Bref, notre action, si on l'achète pour la revendre dans plusieurs années, ça s'appelle l'investissement. Par exemple ici à 125 pour espérer la revendre à 200 dans 5 ans. Soit on achète pour revendre rapidement, ça s'appelle du trading. On achète à 125 pour revendre à 130 dans une semaine, une journée, voire même une heure.
Personnellement, je fais des placements plutôt en bon père de famille en espérant faire fructifier mon patrimoine à long terme. Retiens que dans tous les cas, il est déconseillé de placer tout son argent d'un coup. Il vaut mieux définir plusieurs points d'entrée pour lisser son coût d'achat final. Une fois tu vas acheter un bon moment, une fois tu vas acheter un mauvais moment, mais au final ta performance sera lissée. On dit souvent dans le milieu qu'on fait du DCA, ça veut dire qu'on investit par palier. Même chose au moment de vendre, il vaut mieux vendre en plusieurs fois plutôt que de sortir tout d'un coup. Encore une fois, pas de conseil en investissement, au final c'est à toi de prendre tes décisions et d'appuyer sur le bouton. Certaines actions peuvent aussi te verser des revenus passifs, on appelle ça les dividendes. Les entreprises qui versent des dividendes sont généralement des entreprises qui sont matures et qui ont peu de croissance. Et donc, comme ce sont des entreprises qui ne peuvent plus vraiment faire des x10 ou des x3, eh bien elles sont moins intéressantes pour l'achat-revente. Elles vont alors attirer les investisseurs grâce aux dividendes. Prenons l'exemple de Coca-Cola. Tu observes que sur les 5 dernières années, son prix est resté entre 50 et 60 $. Autant dire que si tu avais DCA cette entreprise au cours des 5 dernières années, je suis pas certain que tu aurais vraiment gagné ta vie. Par contre, il y a un dividende et ça change tout. Le rendement annuel est de 3,37%. Donc si tu fais 54,57 fois 0,0337, tu trouves 1,839 de dividende annuel. Le dividende trimestriel, il est de 0,46. Donc si tu multiplies par 4, tu obtiens bien 1,84 € par an et par action. Donc avec 10 actions Coca-Cola, je vais toucher 18 € par an pour 545 € investis. Avec 54 500 € investis, ça ferait 1800 € par an. Divisé par 12, ça fait 150 € par mois. Les revenus passifs, ça existe, mais bon, c'est pas gratuit. Évidemment, si les dividendes t'intéressent, il faut acheter différentes entreprises et pas forcément tout mettre sur Coca, c'était un exemple. Encore une chose à propos des dividendes, tu peux choisir de les percevoir pour avoir ces fameux revenus passifs ou alors tu peux les réinvestir automatiquement pour faire tourner les intérêts composés comme on en a parlé en début de vidéo. Puisque chaque dividende réinvesti va lui-même créer des revenus supplémentaires. Dernier point avant de passer aux obligations, comment je fais pour choisir mes actions? Retiens qu'il y a 3 étapes pour acheter ces actions et ces placements en général. Numéro 1, c'est l'analyse fondamentale. C'est-à-dire qu'on va analyser les données de l'entreprise. L'évolution du chiffre d'affaires, le cash flow, le taux d'endettement aussi, très important, ainsi que plein d'autres indicateurs. Cela va nous permettre de nous faire un avis sur la situation financière de l'entreprise. Et pour ça, il va te falloir 2 choses. D'abord les comptes annuels de l'entreprise qu'elle est obligée de publier si elle est en bourse. C'est donc une synthèse de ses comptes avec un bilan comptable, un compte de résultats et plein d'informations sur sa situation. Deuxième chose, eh bien pour lire tout ça, il va nous falloir des compétences en comptabilité. Et ça tombe bien puisque je donne aussi des cours de comptabilité pour les débutants, tu trouveras une playlist sur la chaîne. Numéro 2, l'analyse graphique, qu'on appelle aussi l'analyse technique. En gros, ça va être savoir lire les graphiques. On va reprendre notre exemple d'Amazon et tu vas voir que c'est très simple. L'idée, ça va être d'acheter en bas et de vendre en haut. Ça a l'air facile quand tu regarde les graphiques a posteriori, mais malheureusement dans la vie, on voit le passé mais pas le futur. Je vais commencer par repérer les points les plus hauts du graphique et les marquer. Ensuite, je trace une ligne qui s'appelle la résistance. Après, je marque les points les plus bas du graphique et je trace une ligne qui s'appelle le support. Plus il y a de points qui composent ta droite et plus elle est significative. Donc ma résistance qui comporte 3 points, presque 4, je peux lui faire moyennement confiance. Entre le support et la résistance, on a créé ce qu'on appelle le couloir. Le principe de base, ça va donc être d'acheter près du support et de vendre près de la résistance. Mais ça demande évidemment un petit peu de travail et d'analyse pour chaque action. On s'approche alors du monde du trading ou d'une gestion active du portefeuille. Ton portefeuille, c'est l'ensemble de tes placements. De mon côté, je préfère investir sur du long terme, mais tu verras que ces notions me sont très utiles également. Par exemple ici, on voit clairement un mouvement haussier en 2021, puis un mouvement baissier en 2022, suivi par un nouveau mouvement haussier en 2023. La bourse elle monte, elle descend et certains pour ne pas se prendre la tête achètent en DCA comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Quel que soit le prix, ils vont acheter tous les mois à la même date. C'est à peu près ce que je fais, mais perso j'aime bien analyser les graphiques et parfois repousser mes achats d'une semaine ou deux. Ou alors faire un ordre limite. Tu vas me dire, mais Gaud, qu'est-ce que c'est un ordre limite? Et c'est une très bonne question. Un ordre de bourse, c'est grossièrement une commande de titres. Par exemple, si je veux acheter du Amazon, je vais faire un ordre au marché et le courtier va acheter pour moi l'action au prix du marché. Le courtier, qu'on appelle aussi broker, c'est l'intermédiaire entre toi et les marchés financiers. Ou alors je peux faire un ordre limite en spécifiant que je veux acheter le titre à 122. Le courtier va alors laisser l'ordre en suspens jusqu'à ce que le cours atteigne 122. Si jamais cela n'arrive jamais, eh bien l'ordre sera finalement annulé. Il y a d'autres types d'ordres qui sont plus compliqués, mais on en parlera en live. Numéro 3, l'analyse de l'actualité. Imagine qu'Amazon se retrouve au milieu d'un énorme scandale. Les investisseurs vont alors prendre peur et vendre leurs actions avant que ça tourne mal, et donc ça va précipiter le cours de l'action
vers le bas. A l'inverse, une bonne nouvelle comme un bilan très positif de la part d'Amazon pourrait rassurer les investisseurs et les motiver à conserver leurs titres, voire en acheter davantage et donc faire monter le prix. Alors ce n'est pas une science exacte, mais suivre l'actualité de l'entreprise est essentiel pour se faire un avis complet. Pour analyser un actif financier, on va donc se baser principalement sur 3 éléments. L'analyse fondamentale des comptes et de la situation financière de l'entreprise, l'analyse technique des graphiques et enfin l'analyse de l'actualité. Passons aux obligations. Ça ira plus vite à partir de maintenant puisque la plupart des choses qu'on a expliquées s'appliqueront aux autres produits financiers. Dans le cas d'une obligation, tu n'achètes pas une part du capital de l'entreprise mais tu lui fais plutôt un prêt et donc tu recevras en échange des intérêts. L'obligation est moins risquée que l'action puisque l'entreprise est censée te rembourser ton argent. Ce qui n'est pas garanti en cas de faillite, mais tu devrais mieux t'en sortir que si tu avais acheté des actions. De toute façon, sache que pour tout investissement en bourse, il y a une probabilité pour que tu perdes de l'argent, voire la totalité de ton placement. Comme pour les actions, on peut revendre une obligation et sa valeur peut fluctuer au cours du temps. Sauf que contrairement aux actions, les obligations, elles ont un terme, ça veut dire un moment où elle est censée être remboursée. Tu dois savoir que le rendement d'un actif financier dépend généralement de son niveau de risque. L'action est plus risquée mais peut avoir une meilleure performance. Les obligations sont moins risquées mais offrent généralement un rendement plus faible. Rendement qui dépend également des taux d'intérêt du moment. Les intérêts sont versés lors du détachement du coupon. Donc quand tu entends parler de coupon, tu sais qu'on parle des intérêts d'une obligation. Par exemple, une obligation à 100 € avec un coupon à 3% versera 3 € d'intérêt par an. Certaines obligations n'ont pas de coupon, d'autres ont des taux d'intérêt flottants qui peuvent changer au cours du temps. D'autres obligations encore peuvent être convertibles en actions, ce qui peut également être intéressant. Bref, je te rappelle qu'on étudie seulement les grandes lignes et qu'on ira plus loin dans les épisodes suivants. Notamment au moment où j'achèterai des obligations, puisque avec la hausse des taux d'intérêt, ça commence à devenir intéressant. Bah oui, la hausse des taux d'intérêt, c'est ennuyant si tu veux emprunter pour acheter ta maison, mais c'est tout de suite plus cool quand c'est toi qui devient le prêteur. Avant-dernier placement, il s'agit des fonds d'investissement classiques, généralement proposés par les banques. On les appelle aussi SICAV, Sociétés d'investissement à capital variable. L'idée, c'est que des professionnels de la finance vont investir ton argent à ta place. Tu appelles ta banque et tu demandes rendez-vous avec un conseiller financier qui va te proposer des produits en accord avec tes objectifs. Un fonds d'investissement est donc en quelque sorte une cagnotte où plusieurs investisseurs mettent de l'argent. Et une équipe de professionnels de la finance va ensuite tenter de le faire fructifier. Et ils ont tout intérêt à le faire parce que sinon personne ne va rejoindre leur fonds. Dans un fonds sur la technologie par exemple, tu vas investir dans un panier d'actions avec du Apple, du Microsoft, Nvidia et ce genre d'entreprise. Si tu devais acheter toutes ces entreprises par toi-même, eh bien d'abord ça te prendrait beaucoup de temps et ensuite cela te coûterait très cher en frais de courtage puisque tu payes des frais à chaque transaction. Tandis que le fonds, lui, quand il achète, il ne paye qu'une seule fois les frais. De plus, les professionnels gèrent activement le fonds. Ça signifie que si une entreprise a de mauvaises performances ou qu'elle devient dangereuse, eh bien les professionnels vont la retirer du fonds et la remplacer par une autre. A l'inverse, si une entreprise cartonne dans le fonds, ils vont peut-être envisager de vendre une partie pour partir sur un autre projet ou alors ils vont renforcer les positions. Bref, ils agissent de manière active. Tu vas donc choisir 5 ou 6 fonds différents et faire un virement automatique chaque mois et puis basta, ton argent est investi. Alors tu vas me dire Mais Gout, c'est trop bien. Comment je fais ou je signe pour m'inscrire dans un fonds d'investissement? Laisse-moi quand même une minute pour te parler du grand désavantage. Il s'agit des frais. Les frais. Les frais. Bah oui, ces professionnels ne vont pas travailler gratuitement. Déjà, il va y avoir 2 à 3% de frais d'entrée. Donc sur 1000 € par exemple, tu vas payer 30 € de frais d'entrée, alors que si tu investis toi-même, ce sera plutôt 0,5%, donc environ 5 €. Il existe même d'ailleurs des courtiers sans frais. Deuxièmement, on va te prélever entre 2 et 3% de frais de gestion par an. Tu vas me dire, Pas 2%, c'est rien. mais si, c'est beaucoup. Je reprends notre calculateur de tout à l'heure pour t'imaginer un petit peu la situation. Je vais prendre 100 000 € placés à 7% sur disons 20 ans. Ça fait 400 000 € après 20 ans avec 300 000 € d'intérêt. C'est franchement pas mal. Mais si j'avais pas eu les 2% de frais courants, je serais à plus de 600 000 € avec 500 000 € d'intérêt gagné. Soit quand même une différence de 200 000 € sur 20 ans. Ça fait beaucoup et c'est encore pire évidemment si tu rajoutes des années ou que tu mets plus d'argent. Je rappelle que je schématise un petit peu le système mais ça mériterait une vidéo à part. Surtout que là, je considère que tu es capable de faire le même rendement que le fonds, ce qui n'est pas garanti. Enfin bref, juste avant de passer aux ETF, j'aimerais bien que tu comprennes que si tu investis toi-même, tu vas gagner beaucoup d'argent sur les frais. Mais évidemment, ça va te prendre beaucoup plus de temps puisqu'il va falloir te former et aussi prendre tes propres décisions.
En tout cas, les fonds d'investissement bancaire, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent dedans et ça reste une option complètement valable. On va donc terminer cette vidéo en parlant des ETF. Laisse-moi le petit mot de la fin aussi, j'ai un truc important à te raconter. Les ETF, Exchange Traded Fund, qu'on appelle aussi tracker, ont en fait la même fonction qu'un fonds d'investissement classique. En tout cas, c'est un peu le même principe, sauf que l'ETF, lui, va tenter de répliquer la performance d'un indice boursier. Un indice boursier est un indicateur qui montre la performance théorique d'un portefeuille fictif. Par exemple, le CAC 40 pour les 40 plus grosses entreprises françaises ou le Nasdaq 100 pour les 100 plus grosses capitalisations américaines cotées sur le Nasdaq. Eh bien, un ETF Nasdaq 100 va simplement acheter les 100 entreprises de l'indice. La société émettrice de l'ETF peut donc mettre une équipe plus réduite sur le coût, puisque la gestion est plus simple que pour un fonds d'investissement traditionnel. Les frais seront donc parfois 10 fois moins chers que pour un fonds d'investissement classique. Ça vaut donc la peine de s'y intéresser. Il y a forcément quand même quelques points négatifs, par exemple des erreurs de tracking qui peuvent arriver, il y a aussi le fait que tu investis toi-même, donc tu dois toi-même prendre les décisions et gérer un petit peu ton portefeuille, donc c'est pas tout rose non plus. Voici un exemple d'ETF Nasdaq. Tu peux voir l'évolution du cours comme pour une action, avec le prix qui varie au cours du temps. On va aller jeter un œil à la fiche d'identité. Tu vois par exemple la valeur sous-jacente qui est le Nasdaq 100, ainsi que l'émetteur qui est BlackRock, c'est un poids lourd dans le domaine. Il y a aussi d'autres émetteurs connus comme Vanguard, Amundi ou encore Invesco. En ce qui concerne la région, on voit qu'on est fort exposé à l'Amérique du Nord et le secteur c'est principalement sur la technologie puisque les plus grosses entreprises américaines sont des entreprises technologiques. Tu vois que l'ETF est physique, ça signifie qu'il achète réellement les actions dont on nous parle. Il y a aussi des ETF synthétiques qui sont un petit peu plus complexes et qui n'achètent pas forcément les actions de l'indice. En dessous, tu observes la politique de dividende qui est en capitalisation. Ça signifie que si dans ton panier d'actions, il y a des entreprises qui versent des dividendes, alors ils seront automatiquement réinvestis dans l'indice pour faire tourner les intérêts composés. D'un autre côté, tu peux avoir des ETF distribuants qui, eux, vont te redonner l'argent des dividendes. Tout dépend en fait de tes objectifs. Si par exemple tu as 60 ans et que tu as plus d'argent, tu peux te dire, voilà, moi ce que je veux c'est toucher des dividendes et des revenus passifs. J'ai pas envie de faire un plan d'investissement sur 30 ans, ce qui m'a l'air logique. Et donc, ça aurait du sens de prendre un ETF distribuant. À droite, tu vois que l'ETF est noté long, ça signifie qu'il suit la performance du marché, alors qu'un ETF short va tenter de shorter le marché, ça signifie qu'il va parier sur la baisse du marché. En gros, parce que c'est plus compliqué que ça, mais retiens que shorter le marché, c'est pas un truc de débutant. Et c'est pas vraiment non plus pour l'investissement à long terme. On voit que la devise est en euros et en dessous on a la valeur. Puis il y a le TER, c'est-à-dire le total des frais, qui s'élève ici à 0,36, ça signifie 0,36%. On est bien loin des 2% de tout à l'heure. Date de constitution, chiffre d'affaires, etc. Plein d'informations intéressantes qu'on va analyser ensemble quand on sera en live et que j'achèterai mes ETF. L'émetteur de l'ETF va aussi nous fournir des prospectus et des documentations, notamment par rapport au risque qu'il estime pour son placement. On évalue le risque des placements sur une échelle de 1 à 7. Et ici c'est un risque 5 en supposant que tu conserves ton placement pendant 5 ans. Ici, tu peux observer la répartition des actifs composant l'ETF ainsi que le risque présumé. À droite, c'est défensif, donc présumé peu risqué. Au milieu, ça va être moyennement risqué. Et à gauche, c'est fort volatile, donc c'est plus risqué. Ça signifie que ça peut bouger beaucoup. Enfin, je peux aussi te montrer les positions principales de cet ETF. On voit qu'il y a beaucoup de Apple, du Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, ça c'est Facebook, et aussi du Tesla, etc. Bref, surtout des valeurs technologiques. Alors les ETF, moi, je les adore, mais tu dois savoir qu'il y a des risques, comme dans tout placement en bourse. Et la meilleure manière de diminuer les risques, c'est de diversifier. C'est-à-dire d'acheter beaucoup d'instruments financiers pour répartir son risque au maximum et construire une véritable stratégie. Ce sera d'ailleurs le thème de mon épisode 2. Mais alors maintenant, j'ai encore 5 choses à dire. Premièrement, on peut critiquer ma présentation puisque j'ai zappé plein d'éléments. Il y a plusieurs types d'actions, d'obligations, d'ETF et plein de choses restent à découvrir. On le fera ensemble au fur et à mesure des épisodes. Je voulais juste ici qu'il y ait un épisode de référence pour les débutants. Deuxièmement, je ne donne pas de conseils financiers et cette vidéo était uniquement un point de départ. Il faut continuer à te former et faire tes propres recherches. Troisièmement, dans l'épisode 2, je t'expliquerai les différentes stratégies qu'on peut mettre en place quand on veut investir en bourse. Quatrièmement, j'ai fait 2 playlists, l'une en finance et investissement avec des petits cours théoriques et des réflexions personnelles, et puis une autre, celle-ci, avec mon parcours d'investissement. Cinquièmement, c'est maintenant à moi de te féliciter puisque tu fais officiellement partie du monde des investisseurs en bourse. Récompense-moi avec un like ou un partage et écris-moi tes questions en commentaire et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.